Bon, je vous propose qu'on reprenne pour cette dernière table ronde de la journée. Alors, je le rappelais juste avant qu'on prenne une pause. Euh, L'objectif là, c'est dans la prochaine heure et quart qui suit, c'est de réfléchir ensemble sur la manière dont on peut créer des ponts entre les différents champs de la recherche, euh, toujours à partir de cette idée qu'il s'agit de valoriser, de donner toute sa place à la recherche en éthique dans le champ de la santé, donc des liens entre les différents champs de recherche, entre la théorie et la pratique. Et pour ça, on a invité 3 personnes que je remercie d'être présentes aujourd'hui. Et je vous précise d'ailleurs aussi une chose qu'on a oublié de faire sur la table ronde précédente. On excuse Aurélia Buguesca, qui est professeur en psychologie à l'Université de Bourgogne, qui devait intervenir avec nous cet après-midi et qui nous a prévenu hier qu'elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui pour des petites complications, petits problèmes perso. Mais voilà, elle nous a demandé de vous présenter ses excuses. C'est fait. Alors aujourd'hui, et tout de suite là, pour terminer la journée, on accueille le professeur Frédéric Aubert, qui est à ma gauche, qui est PEPH, chirurgien au service de chirurgie pédiatrique du CHU de Besançon. Juste à ma droite, j'en l'ai évoqué ce matin dans la petite présentation en exemple, Thomas Tanou, qui est chef de clinique, assistant au service de gériatrie du CHU de Besançon. Je suis sûr que c'est moi qui ai fait la table ronde. Et à sa droite, le professeur Emmanuel Affen, qui est PEPH et qui est invité aujourd'hui en tant que directeur du centre d'investigation clinique du CHU de Besançon et du laboratoire de neurosciences intégratives et cliniques. C'est ça ? Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est que, avant d'aller plus sur les questions éventuellement de fond, et puis comme on termine la journée et qu'on sort d'une heure et quart d'acronymes, c'est de partir d'exemples extrêmement simples. J'ai invité en fait ces 3 personnes parce qu'on a eu l'occasion de près ou de loin au niveau de l'espace de réflexion éthique de travailler euh, avec eux sur au niveau de la recherche des questions de nature éthique intégrées de façon différente dans des projets, pas dans des projets où ce sont des personnes qui font le lien entre la recherche en éthique et la recherche biomédicale. Donc à la limite, ce que je vous propose de faire, c'est de leur donner tout de suite la parole et on peut peut-être commencer par toi, Thomas, si tu es d'accord. Comment est-ce que alors toi, tu travailles essentiellement sur les questions notamment d'autonomie de la personne âgée, en particulier sur les thèmes de l'opposition ou du refus de soins. Tu navigues un peu entre les neurosciences et l'éthique. Comment est-ce que du coup, dans ta pratique et dans ta pratique de la recherche, tu intègres ces questions de recherche en éthique de la santé? Alors, donc, bonjour à tous. Effectivement, alors, tu m'avais dit prépare rien du tout. J'ai quand même préparé 2-3 petites choses histoire de guider un petit peu ce que je vais vous présenter. Effectivement, la question que je développe, elle porte sur la question de la reconnaissance de l'opposition comme l'expression d'une forme d'autonomie décisionnelle chez la personne âgée avec des troubles cognitifs. Une autonomie relative, certes, mais existante quand même. Pour refaire un petit peu l'historique qui m'avait amené à cette réflexion, en fait, cette question elle est partie d'une pratique clinique, d'une situation vécue en tant qu'interne où, sous prétexte d'une altération cognitive et d'une pathologie dépressive, une patiente âgée qui ne souhaitait pas intégrer un EHPAD avait vu sa position déniée. Et elle s'était retrouvée à intégrer quand même une maison de retraite au motif que et sa maladie d'Alzheimer débutante et sa symptomatologie dépressive ne la rendaient plus capable de se rendre compte du danger que représentait la vie chez elle. C'est une situation qui m'avait mis en tension pour le coup éthique et qui m'a amené à rédiger ma thèse d'exercice de médecine sur le sujet en 2015. Et puis à prendre quand même de la distance par rapport à cette situation qui était très caricaturale, mais à mieux comprendre dans quelle mesure, malgré une forme de vulnérabilité cognitive indéniable liée à 2 facteurs pathologiques, il fallait pouvoir reconnaître l'autonomie décisionnelle de cette personne et en même temps, qu'est-ce qui pouvait nous amener à justifier d'une forme de transgression de ce que la loi reconnaît dans l'autonomie de la personne pour pouvoir aller à l'encontre et la mettre quand même en institution, et donc sur quelle balance on se positionnait. Il se trouve que le cheminement un petit peu dans la recherche bibliographique m'a amené à comprendre que l'analyse de la capacité à la prise de décision dans le champ du vieillissement, elle prend appui sur la recherche en neurosciences et particulièrement en neuropsychologie,
mais que pour autant, la pratique clinique, elle est très distincte de ces avancées neuroscientifiques, et elle repose largement sur l'expérience du clinicien, ce qui renvoie à l'objet même de l'étude, à savoir la complexité des situations particulières auprès de patients qui eux-mêmes ne peuvent se résumer à des objets d'étude. Ce qui m'a posé de grandes questions, et le travail de recherche que je vais développer en commençant une thèse de science vise à essayer d'objectiver le fonctionnement neurocognitif dans la prise de décision par une approche très neurofonctionnelle et neuropsychologique basée sur l'IRM fonctionnel, sur l'EEG haute résolution et sur l'apport des tests neuropsychologiques chez des patients qui présentent des troubles cognitifs, avec pour objectif d'identifier un petit peu des biomarqueurs de ce que pourraient être les éléments de prise de décision dans le vieillissement cognitif pathologique. Pour autant, et c'est là où on en revient à un questionnement éthique, une telle démarche m'a beaucoup interrogé sur les fondements éthiques. Quand bien même une telle recherche en neurosciences me permettrait d'identifier des biomarqueurs, la question qui se poserait, c'est celle de la posture qu'il faut avoir en tant que clinicien face au discours ou à la prise de position de patients pour lesquels la neuroscience nous dirait en fait, ils ne sont peut-être pas capables de prendre une décision. C'est donc l'objet d'une étude croisée que l'on va mener, finalement à cheval entre le laboratoire de neurosciences et l'éthique éthique et progrès médical, dans une logique d'étude du discours des patients, finalement basée sur ce qu'ils nous disent, une étude qualitative avec l'appui des techniques de recherche en sciences humaines dont nous parlions tout à l'heure, pour interroger la recherche même en neurosciences. C'est-à-dire que d'un côté, on fait une recherche sur des biomarqueurs, mais de l'autre, on l'interroge par les sciences humaines pour réfléchir au fondement éthique de cette recherche et rappeler que l'étude, elle porte bel et bien sur la personne et sur l'autonomie qui lui est due, même en situation de vulnérabilité, et non sur des biomarqueurs en tant que tels. C'est un petit peu, alors j'ai essayé de faire bref plutôt pour présenter des situations et ouvrir au débat, mais c'est un petit peu la démarche dans laquelle je me suis porté, avec une alternance entre cette démarche théorique et cette démarche pratique, avec en même temps une grande interrogation qui est celle de la modification que porte l'objet même de la recherche sur le regard que moi-même je pose sur mes patients, et donc sur la façon dont progressivement, au fur et à mesure où j'avance dans la réflexion de la recherche, je modifie mon regard sur l'opposition des patients. Merci beaucoup. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est cette complémentarité dans tes deux réflexions à ces deux niveaux que tu viens de présenter. Surtout quand on observe dans la pratique une certaine tendance à vouloir résoudre le dilemme de nature éthique par la recherche d'informations, en se disant mais finalement il y a bien une information scientifique qui nous dira ce qui est bien ou mal, ou qui nous permettra de nous positionner. Et donc le fait de compléter ta recherche en neurosciences par cette approche par les sciences humaines, ça permet de préserver cette dimension d'incertitude et de réflexion qui va prendre tout son sens dans la pratique, dans les situations singulières où on n'est plus en train de traiter, comme tu le disais, des objets de recherche, mais on est en train de soigner des personnes. Et je trouve que c'est ce qu'on voulait montrer autour de cette notion de translationnalité. On voit vraiment le passage de la recherche en neurosciences à la recherche en éthique et la façon dont finalement ça se construit un peu mutuellement. Alors il y a une autre, je me tourne cette fois-ci vers le professeur Robert, il y a une autre manière d'intégrer les questionnements éthiques dans la recherche dans le champ de la santé. Alors ça, nous, on a eu un aperçu parce qu'on était sollicité à la fois au titre de l'espace de réflexion éthique et le centre d'investigation clinique, surtout l'axe 4, éthique et progrès, dirigé par Régis Aubry. On a été sollicité concernant un projet d'outils d'intelligence artificielle en bloc. Alors c'est le projet Maasai. Et vous nous avez sollicité justement pour intégrer une dimension de questionnement éthique. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu le sujet ? Oui, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas préparé vraiment d'exposé, mais je vais simplement expliquer d'où vient ce projet et peut-être essayer de vous montrer comment, effectivement, à partir d'une situation clinique extrêmement concrète, on peut se retrouver à faire un projet de recherche avec des personnes de disciplines extrêmement différentes. Donc moi, je suis un chirurgien pédiatre, donc j'opère des enfants, en particulier des enfants qui ont des malformations, des enfants qui ont des tumeurs. Par ailleurs, je suis très, je me suis intéressé à la qualité des soins et à la sécurité des soins depuis de nombreuses années. Un chirurgien, malheureusement, de temps en temps, a
à des événements indésirables. Un événement indésirable, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable que ça arrive à un patient. Alors un événement indésirable, parfois ça peut être ce qu'on appelle de l'aléa. Quand vous prenez du Clamoxyl, vous pouvez faire une allergie, mais c'est indépendamment de la qualité des soins qui a été prodigué. Ça fait partie intégrante du médicament et un risque d'allergie. Si par contre le médecin a prescrit 20 fois la dose de Clamoxyl, là c'est une erreur. Voilà. Donc ça c'est la différence entre un événement qu'on pourrait éviter et un événement qui est de l'ordre de l'aléa. Donc il y a 5 ans, j'ai opéré un enfant qui avait autour de 6 mois d'une très volumineuse tumeur de l'abdomen. Une tumeur qui occupait tout l'abdomen. Donc une tumeur pour laquelle il fallait enlever cette tumeur. Donc je l'ai opéré. L'intervention a été assez longue parce que c'était vraiment une tumeur extrêmement volumineuse. Et puis à la fin de l'intervention, la tumeur était déjà enlevée, mais il y avait encore des choses à faire, en particulier enlever des ganglions pour qu'ils soient examinés pour vérifier s'il y avait des métastases. Et puis au cours de ce geste, brusquement, il y a eu un geyser de sang et donc un saignement extrêmement abondant. Donc j'ai pu contrôler ce saignement et j'ai constaté que j'avais coupé l'artère qui irrigue le membre inférieur de cet enfant. Donc on a fait appel à nos collègues chirurgiens vasculaires et donc on a réparé cette artère. Les suites de l'opération se sont bien passées. Il garde quand même une séquelle au niveau du membre inférieur, heureusement très peu gênante dans sa vie de tous les jours. Il a actuellement 5 ans et demi et il n'est pas gêné, mais il y a quand même une incertitude pour son avenir à très long terme. Donc, avoir des événements indésirables au bloc, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et c'est vraiment, directement lié au fait qu'on n'est pas parfait. C'est-à-dire que parfois, on a des baisses de vigilance, on n'est pas toujours à 100% au top. Alors forcément, en tant que chirurgien, on s'interroge sur ses compétences, sur nos compétences. Bon, après, je suis chirurgien depuis de nombreuses années, je progresse progressivement, bien sûr. Mais bien sûr, on s'interroge sur la façon dont on pourrait améliorer les choses et améliorer la sécurité des soins. Voilà. Donc, depuis, j'ai opéré de nombreux enfants avec parfois des événements beaucoup moins graves que celui-ci, bien sûr. Mais ça n'empêche que ça m'a poussé à chercher des moyens éventuellement d'améliorer la qualité des soins. Donc, j'ai plusieurs travaux, projets de recherche sur cette thématique. Mais à la suite de cet événement, j'ai cherché à voir s'il y avait un moyen de mettre au point une façon d'alerter le personnel ou le chirurgien ou l'anesthésiste qu'il y a une situation qui est en train d'échapper au contrôle ou qu'il y a des éléments qui nécessitent d'augmenter notre vigilance. Un des moyens, c'est ce qu'on appelle les aides au diagnostic ou les aides au choix, les aides à la décision. Les aides à la décision, ils peuvent être de nombreux types, mais en particulier, les outils d'intelligence artificielle permettent d'aider à la décision. Il y a par exemple des logiciels qui permettent d'aider au diagnostic. D'accord ? Il y a des logiciels qui aident à modéliser une situation clinique. Et donc, l'idée est venue de faire appel à des techniques d'intelligence artificielle pour aider les praticiens à améliorer la qualité des soins. Anesthésistes, chirurgiens, éventuellement d'autres praticiens. Donc je me suis tourné vers un laboratoire qui travaille sur l'intelligence artificielle. Donc c'est des informaticiens, des mathématiciens. Et donc on a commencé à monter ce projet de développer un outil qui aiderait les praticiens à améliorer la sécurité au bloc opératoire. Donc on a commencé à échanger avec ces mathématiciens, ces informaticiens. Et petit à petit, on a monté ce projet et on a constaté que ça posait quand même des problématiques assez complexes. En particulier, ça mettait en évidence des enjeux d'ordre éthique et pour lesquels on avait peut-être des enjeux insoupçonnés. Parce que comme toute nouvelle technologie, on n'a pas toujours la vision de ce que sera dans la vie réelle un outil de ce type. Quelles vont être les interactions entre cet outil d'intelligence artificielle et les personnels, éventuellement les patients, comment les patients peuvent vivre cette situation. Est-ce que les personnels, est-ce que cet outil est-il plutôt une illusion ? C'est-à-dire une illusion que nous, praticiens, faisons en disant « Ah, on veut éviter absolument de blesser nos patients, c'est humain, et on essaye d'avoir une aide. » Voilà. À l'inverse, si ça permet d'améliorer
la sécurité des soins, ça paraît très positif. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets, entre guillemets, indésirables? Est-ce que ça ne va pas déshumaniser? Déjà, le bloc est très technique. Est-ce que ça ne va pas déshumaniser la prise en charge par les praticiens, les infirmiers, les anesthésistes? Donc il se pose des questions, et des questions de bénéfice-risque, mais aussi des questions éthiques. Et donc on s'est tourné vers l'espace de réflexion éthique. De même, on s'est posé aussi les questions médico-économiques. Comme toute nouvelle technologie permet éventuellement de faire des économies, mais aussi à un certain coût. Et ce n'est pas évident de savoir si ce qu'on va monter est une sorte d'énorme machine à gaz qui ne sert à rien et qui va coûter des millions. Dans le contexte d'une économie où les ressources sont limitées, il y avait aussi des enjeux médico-économiques qui d'ailleurs posent aussi des problèmes éthiques. Et donc on s'est tourné aussi vers des praticiens qui ont l'habitude de l'analyse médico-économique. Raison pour laquelle maintenant ce projet intègre des disciplines très variées avec des mathématiciens, des informaticiens, des spécialistes de l'analyse médico-économique, des chirurgiens, des anesthésistes, et maintenant l'équipe de l'espace de réflexion éthique. Et du centre d'investigation clinique, puisqu'il y aura tout l'aspect un peu qualitatif. C'est un très bon exemple, ce projet, je le trouve, de l'interdisciplinarité dont on a beaucoup parlé pendant la journée. L'intelligence artificielle, alors on en a beaucoup parlé nous en interne en ce moment, que ce soit au colloque national des espaces éthiques ou encore un peu avant, parce que c'est d'un point de vue technologique un champ complètement émergent mais qui commence à prendre beaucoup d'ampleur et qui transformera sans doute profondément les pratiques dans le champ de la santé. Et je trouve extrêmement intéressant d'avoir cette logique d'anticipation des questionnements éthiques qui pourraient se poser, sachant que on fait trop souvent le constat qu'on se retrouve un peu dépassé au niveau de la réflexion éthique. On a toujours un peu un ou deux trains de retard. On laisse les innovations se développer, et c'est seulement une fois qu'on est au pied du mur et qu'on se retrouve face aux conséquences, et on l'a vu notamment sur les questions de fin de vie, face aux conséquences impensées de ces progrès-là, qu'on se dit on aurait peut-être dû réfléchir, et on doit le faire aujourd'hui dans des conditions qui sont moins idéales que si on avait pris le temps d'anticiper les conséquences de ce qu'on était en train de mettre en place. Après, bon, il y a l'impensé, il y a aussi ce qui est impensable. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas anticiper et dont on doit attendre, pour lesquelles on doit attendre, en tout cas pour les réfléchir, qu'elles produisent déjà leurs effets. Et ce qui est intéressant surtout, c'est la façon dont institutionnellement ou dans la mécanique, dans la cuisine de la recherche, ça s'est intégré. C'est vraiment, il y a un work package dans le projet de recherche complètement. Alors il y a eu la partie effectivement médico-économique, puis un work package éthique qui fait partie du projet, à côté des autres aspects un peu plus techniques, un peu plus fondamentaux. Donc ça, je trouve que c'était une manière d'amener la réflexion éthique, et ça illustre bien la façon dont la réflexion éthique peut non pas être un frein à l'innovation technologique, parce qu'on voit souvent l'éthique, et on l'a encore eu en tête à l'occasion des états généraux de la bioéthique. On peut avoir tendance à penser l'éthique comme une forme de réglementation contraignante qui vient interdire, qui vient empêcher, mais ça peut être... Alors c'est nécessaire parfois, on voit que sur des expérimentations comme le clonage ou certaines possibilités médicales, il y a peut-être besoin de poser des limites claires, mais dans d'autres cas, l'éthique peut avoir cette fonction d'accompagnement de l'innovation technologique au sens d'une innovation responsable, et c'est encore une fois un projet qui est un très bon exemple, je trouve. Alors du coup, on a cité quelques exemples là de projets. Je me tourne vers le professeur Haffen cette fois-ci, en tant que directeur du centre d'investigation clinique. Si on raisonne un peu en termes de gouvernance ou de direction de structure ou d'entité de recherche, quel regard vous portez-vous sur la place de cette recherche en éthique parmi les autres recherches dans le champ de la santé, et comment vous envisageriez la facilitation des collaborations entre ces différents champs, et puis faire en sorte que la frontière soit un peu plus perméable, et qu'on sorte un peu des cloisonnements qu'on connaît habituellement dans la recherche. Merci pour votre question. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité. En effet, c'est une question importante, un enjeu en tout cas auquel le centre d'investigation clinique d'une part et l'équipe de recherche de neurosciences d'autre part essayent de répondre en termes ne serait-ce non seulement de projets de recherche mais d'organisation et de structuration. Alors peut-être pour expliquer un peu les choses, qu'est-ce que c'est qu'un centre d'investigation clinique ? Un centre d'investigation clinique, c'est une unité mixte de recherche qui est située dans un CHU et qui a une double tutelle. Le CHU d'une part et d'autre part l'INSERM. Alors l'INSERM qui est l'Institut national de la recherche médicale,
dont vous avez peut-être entendu parler, ne serait-ce que récemment, puisque son PDG vient de quitter les fonctions, puisque Marie de notre ministre de la Santé. Donc l'INSERM et les CHU s'associent pour favoriser la recherche et le transfert, généralement, de la recherche préclinique vers la recherche clinique, pour amorcer un dialogue entre cliniciens et chercheurs et pour essayer de trouver des solutions innovantes par rapport aux questions posées aujourd'hui par les problématiques de santé. Donc ça, c'est le fondement des centres d'investigation clinique. La particularité du centre d'investigation clinique de Besançon, c'est d'avoir, il y a déjà un certain nombre d'années, intégré dans sa structuration et son organisation l'éthique. Nous avons 2 modules au CIC, un module qui s'appelle biothérapie, qui a pour objet de valoriser le développement de thérapies innovantes, en particulier l'immunothérapie du cancer ou des maladies inflammatoires, et un module innovation technologique qui a pour objet de transférer la technologie au service du soin et donc des malades. Et c'est dans le cadre de ce module innovation technologique que, très tôt, Lionel Pazard, qui est l'un des praticiens du module innovation technologique, et Régis Aubry ont discuté et se sont associés pour structurer un axe de recherche éthique au sein du module innovation technologique. Ce qui était quelque chose de particulièrement novateur, puisque aucun CIC ne s'est structuré de la sorte jusqu'à il y a peu, et que ça a donc permis de structurer une recherche conjointe entre la recherche fondamentale, la recherche clinique et les questionnements éthiques autour de ces diverses problématiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est finalement, en travaillant dans cet environnement au sein du centre d'investigation clinique, je me suis dit qu'il était tout à fait possible de renouveler cet essai dans le cadre de l'équipe de neurosciences, puisque les neurosciences questionnent également aujourd'hui beaucoup l'éthique par rapport aux progrès à venir, puisque les neurosciences se développent fortement aujourd'hui et demain seront sans doute un champ d'évolution et de révolution majeure et vont poser, de par le progrès que cela va impliquer, bien entendu un grand nombre de questionnements sur le plan éthique. C'est la raison pour laquelle Régis Aubry et son équipe ont intégré également l'équipe de neurosciences, et ce qui nous permet de réfléchir dans un échange un peu particulier entre les questions de cette équipe d'éthique, d'une part, et d'autre part, les questions que nous pouvons nous poser également par rapport aux différents axes thématiques que nous développons. Donc, on a une situation, je dirais, un peu particulière qui fait que, finalement, j'ai envie de dire que ça va presque de soi de s'interroger, de questionner les aspects éthiques par rapport aux différents projets qui sont développés et autour desquels nous participons. Finalement, y a-t-il intérêt par rapport à cette problématique posée d'y intégrer, d'y associer une réflexion autour de l'éthique, et si oui, de quelle façon et de quelle manière? Alors on le fait, un certain nombre de collègues commencent à le faire également, pour une raison certes qui peut être liée au questionnement qui se pose, mais aussi pour une raison connexe et qui est importante, qui est sous-tendue par le financement de la recherche. Alors le financement de la recherche en France est quand même quelque chose de relativement compliqué. Vous connaissez le niveau des finances publiques d'aujourd'hui, donc ça vous donne la toute mesure du montant alloué à la recherche aujourd'hui en France, qui ne fait que de se réduire d'année en année, avec toute la difficulté d'aller chercher des financements tant vers tel appel d'offres ministériel ou appel d'offres privé, ou aujourd'hui vers l'Europe. Ce qui signifie qu'il y a une concurrence effrénée entre les différents acteurs de la recherche aujourd'hui en France et qu'il est nécessaire de développer des stratégies, entre guillemets, payantes, pour être, bien entendu, mieux situés par rapport à tel ou un tel sur ce même champ thématique. Et les chercheurs des sciences fondamentales ont compris, il y a peu, qu'ils avaient tout intérêt à intégrer les questions éthiques, parce que associer les questions de sciences humaines et sociales en recherche fondamentale permettait à ce moment-là d'obtenir plus sûrement un certain nombre de financements. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une demande et une commande en quelque sorte de ceux qui permettent l'obtention de ces financements, de dire qu'il était important d'associer au champ de la recherche fondamentale, au champ de la recherche médicale, les sciences humaines et sociales par rapport à l'ensemble des questions que pouvait poser le progrès. Donc,
il y a d'une part ce besoin qu'un certain nombre trouvent en termes de questions posées, et puis d'autre part ce besoin indéniable par rapport au fait de rester compétitif et concurrentiel dans un champ qui est devenu quand même très compliqué, qui est l'obtention de subventions de recherche. Et aujourd'hui, sans subvention, pas de recherche, pas de laboratoire, pas de structure, puisque tout passe comme ça au jour d'aujourd'hui, et que si on regarde les situations des équipes de recherche, et je dirais pire encore des centres d'investigation clinique, une grande partie de leurs subsides proviennent des contrats de recherche qu'ils obtiennent, et sans contrat de recherche, eh bien, on peut licencier une partie du personnel dédié dans ces structures. Donc c'est peut-être un peu trivial la façon dont je vous présente les choses, mais en tout cas, ça répond bien à, d'une part, un questionnement sociétal important. Quel est l'impact du progrès médical dans différents champs, et d'autre part, comment essayer de mieux structurer et mieux organiser la recherche en prenant en compte cette dimension des sciences humaines et sociales et de l'éthique en particulier. Donc, je vous le disais, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas tant au sein du CIC que de l'équipe de neurosciences, à travers un certain nombre de projets qui ont déjà été développés, portés tant par Régis et son équipe que par d'autres personnes du CIC qui intègrent également des volets éthiques. Et on pourra discuter de quelques exemples en termes de projets également à venir, de projets notamment régions qui permettent, si jamais on arrive en tout cas à une formalisation et à obtenir le financement, d'intégrer véritablement le questionnement éthique autour de ces projets. Alors peut-être un exemple en termes de recherche, si je peux me permettre, et pour vous dire le pourquoi quand même de ce questionnement éthique autour des recherches que l'on mène à l'heure actuelle. Alors dans le champ des neurosciences, et dans le cadre de notre activité du laboratoire de neurosciences, nous avons 4 mots-clés. Et l'un des mots-clés, qui sont les clés thématiques, c'est la prise de décision. Et la prise de décision, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue les notions de prise de décision avec un regard neuroscientifique, c'est-à-dire quelles sont les modalités qui font que l'on va être amené à prendre telle décision ou telle autre dans telle situation. Alors moi, ça m'intéresse en tant que clinicien, ça intéresse un certain nombre d'acteurs en tant que décideurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Pourquoi est-ce que l'on prend telle décision? Et ça intéresse tout spécifiquement et tout particulièrement l'axe éthique qui interroge le clinicien par rapport à ses choix. Mais ça interroge également le neuroscientifique par rapport à un certain nombre de pathologies. Ça fait quelques années que nous nous intéressons en effet aux mécanismes qui sous-tendent la prise de décision, aux stratégies cognitives, biologiques qui peuvent sous-tendre la façon dont on va prendre une décision parce que c'est connecté à un certain nombre de pathologies. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en dehors de travailler au CIC et en neurosciences, je suis psychiatre, clinicien, et de par ma pratique, bien entendu, j'adresse un certain nombre de questions à la recherche. Et l'une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la situation par rapport à certains troubles mentaux ou de prévenir certains risques, avec un risque particulier qui est le risque suicidaire. Et le risque suicidaire est sous-tendu, bien entendu, à un moment donné, à une prise de décision. Et on essaye d'analyser ce qui sous-tend ce moment de prise de décision qui va conduire au passage à l'acte suicidaire et essayer de voir si par différentes stratégies thérapeutiques, on peut être amené à modifier la stratégie de prise de décision. Donc comprendre les modalités de prise de décision, on commence à y arriver. Il y a un certain nombre d'outils informatiques qui permettent d'appréhender la façon dont un sujet va raisonner pour faire un choix. Et quand on le combine à l'imagerie cérébrale avec l'IRM fonctionnel ou avec l'électroencéphalographie, eh bien, on est à même de mettre en évidence un certain nombre de marqueurs. C'est les marqueurs dont vous parlez notamment Thomas Tanou, c'est-à-dire que eh bien, lorsqu'on est face à une stratégie de choix, notamment en situation d'incertitude, eh bien, grâce à l'EEG aujourd'hui, je peux vous dire que telle personne va faire un choix adapté et tel autre pas. C'est quand même embêtant. C'est-à-dire que ça nous permet, nous, de mieux comprendre, mais ça pose quand même une question. C'est-à-dire que grâce à un examen de type EEG, on pourrait donc dire que telle personne fait une stratégie de choix adaptée ou inadaptée. Vous imaginez toutes les conséquences que cela peut avoir si cet outil venait à être utilisé, généralisé dans un grand nombre de situations entre les assurances, enfin, etc., etc., et j'en passe. Donc, ça nous pose une question. À partir du moment où on arrive à appréhender le phénomène, ça nous pose une première question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on fait par rapport à cet élément de base qui est on arrive,
on commence à arriver à appréhender le phénomène prise de décision. Donc, premier point. Le deuxième point, c'est qu'on travaille avec des techniques de neuromodulation, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, la stimulation magnétique transcrânienne, qui consiste à appliquer un champ magnétique sur le cuir chevelu. Et cette stimulation magnétique, elle a pour objet de traiter, en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est la dépression et son corollaire. Et on a une étude là qui avait pour objet de s'intéresser aux modulations de la prise de décision par la stimulation magnétique transcrânienne, parce qu'on s'est dit, on peut l'évaluer, et si on vient à la moduler, qu'est-ce qui se passe? Donc on a essayé de moduler la prise de décision sur un certain nombre de dimensions particulières, avec 2 dimensions en particulier, l'impulsivité, le fait de prendre une décision hâtive sans raisonner, et d'autre part sur une autre dimension qu'on appelle le delay discounting, qui est la capacité à différer une récompense. Imaginez, vous avez un fumeur, vous lui dites, vous voulez une cigarette maintenant ou un paquet dans un mois? Ça, c'est le delay discounting. Un fumeur, il va vous répondre une cigarette tout de suite. Il ne va pas vous répondre un paquet dans un mois. Donc ça, c'est le délai discounting. Et ce délai discounting, plus il est court, plus bien entendu, il traduit la difficulté que va avoir le fumeur à arrêter de fumer. Alors, on a fait une première étude avec 20 patients, à qui, bien entendu, 20 études validées, etc. Donc, on a demandé de réaliser un certain nombre de tests qui permettent d'appréhender à la fois le délai discounting et d'autre part l'impulsivité. Eh bien, nous avons mis en évidence que la RTMS, la stimulation magnétique, réduisait l'impulsivité, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça peut peut-être nous permettre ensuite de réfléchir à quel impact ça peut avoir en termes de prévention du risque suicidaire lorsqu'on a déjà une action sur l'une des dimensions du risque qui est l'impulsivité. Mais par contre, on s'est rendu compte que ça réduisait le délai discounting. Alors là, c'est un peu embêtant, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on limite l'impulsivité, mais d'une autre façon, on invite le sujet à prendre une décision hâtive et à rechercher une récompense immédiate. Donc là, ça nous pose une deuxième question. Si la RTMS, d'un côté, nous permet d'améliorer la condition de santé, c'est bien, mais si d'un autre côté, ça facilite la prise de risque, c'est quand même embêtant. Donc là, ça nous pose une deuxième question, que l'on va également adresser au questionnement éthique, philosophique également, c'est-à-dire dans quelle mesure il faut se prémunir ou pas des risques à venir lorsqu'on utilise de telles techniques qui peuvent moduler la façon dont on va être amené à faire une stratégie de choix, prendre nos décisions, mettre en place un comportement adapté. Et cette question, je la pose d'autant plus que déjà, un certain nombre d'acteurs, pas du tout du champ médical, se sont emparés de ces techniques de neuromodulation, et c'est le domaine du sport. Les sportifs aujourd'hui utilisent une autre technique de neuromodulation qu'on utilise également et qu'on teste également dans ces indications et pour évaluer les effets sur différentes dimensions cognitives. C'est la TDCS, c'est une technique également assez simple. On peut le faire dans son garage si on a un minimum d'outils. C'est une mini-batterie, 2 fils, et puis on va stimuler son cerveau avec cette mini-batterie en courant continu à quelques ampères pour moduler en fait l'activation des cellules neuronales en regard. Donc on a bien entendu des dispositifs CE marqués. Madame Depierre insiste sur le fait que ces dispositifs soient bien marqués. En effet, on utilise des dispositifs que l'on peut utiliser chez l'homme, mais les sportifs utilisent tout et n'importe quoi avec des matériaux fabriqués en Chine. Enfin, vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de sécurité. Eh bien, pour juste vous citer un exemple, l'équipe de la Sky utilise depuis 3 ans la TDCS pour ses sportifs de haut niveau. Et le vainqueur est quand même membre de la Sky, du Tour de France. Donc, est-ce que c'est la TDCS qui module la capacité du sujet à faire un effort supplémentaire ou pas? C'est une vraie question. Et c'est la raison pour laquelle on est en train d'essayer en tout cas de répondre à cette question avec nos collègues de l'UFR STAPS, puisqu'on teste la TDCS chez les sportifs, bas niveau, haut niveau, et pour voir dans quelle mesure cette TDCS influence les performances sportives propres ou influence la commande, c'est-à-dire le fait que le sujet va se mettre en danger parce que va puiser encore un peu plus dans ses réserves pour aller à terme de l'effort. Donc voilà, en tout cas, les quelques exemples que je voulais donner, mais qui, je pense, de toute façon, ne vont aller que croissant par rapport au développement technologique actuel dans le champ des neurosciences. Merci beaucoup.
Au point où on en est, est-ce qu'il y a des questions là tout de suite dans la salle? Ne vous précipitez pas. J'ai une question pour le professeur Frédéric Aubert. J'ai trouvé votre exemple intéressant et ce qui m'interroge en fait, c'est de savoir quel est votre ressenti dans l'évolution des pratiques, si vous avez déjà utilisé justement des pratiques qui font appel à l'intelligence artificielle. Est-ce que le fait que vous ayez évoqué la possibilité d'avoir des réticences parce que ça peut poser des problèmes éthiques vient de votre propre ressenti ou parce que certains collègues vous ont exprimé des approches, un regard différent? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans l'évolution de votre pratique? Disons que, encore une fois, toutes les progrès techniques nous posent des problèmes les progrès techniques nous posent des problèmes d'applicabilité. Donc, il n'y a pas un gros problème éthique sous-jacent. Par exemple, on essaye de reconstruire, de modéliser les organes par des méthodes mathématiques, y compris d'intelligence artificielle, pour améliorer, par exemple, la planification d'un geste chirurgical. Ça, on voit clairement que, nous, on a le sentiment que ça nous aide à opérer nos patients. Le problème éthique qui est sous-jacent, c'est plutôt le coût de cette technologie. Par exemple, il y a des boîtes privées qui proposent de nous faire des modèles 3 dimensions de la tumeur qu'on va opérer avec tous les vaisseaux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très séduisant, mais qui n'est pas, par exemple, pris en charge par la sécurité sociale. Et donc, ce n'est actuellement pas de la routine, parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, voilà où est le problème. On a un progrès à disposition et qu'on ne peut pas utiliser pour des raisons médico-économiques, par exemple. Donc là, il y a un enjeu éthique derrière, mais qui est à l'échelle de la société. Voilà. Concernant le projet pour l'intelligence artificielle, c'est vrai que j'ai tout de suite été assez interrogé par ces systèmes, parce que par exemple pour l'aide au diagnostic, il y a donc des logiciels qui sont basés sur des algorithmes qui permettent d'aider au diagnostic dans certaines situations. Quand on est médecin aux urgences, qu'on voit plein de patients, donc il y a la possibilité éventuellement d'avoir recours à ces outils qui, là encore, ne sont pas en routine, qui ne sont pas implémentés dans les systèmes d'information des hôpitaux, mais qui pourtant existent et qui permettent d'aider au diagnostic. Voilà. Là encore, se pose un problème économique, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent, donc ce n'est pas pris en charge dans la plupart des établissements. Mais ça pose aussi des problèmes, par exemple, imaginons que cet outil donne un diagnostic et que le praticien choisissent finalement un autre diagnostic. Alors il a peut-être raison, mais s'il a tort, quel va être le rapport par rapport au patient déjà? Comment va se faire la relation entre le patient, le médecin qui a pris sa décision, et puis le fait qu'il avait à disposition cet outil? Et dans l'outil d'intelligence artificielle au bloc, c'est pareil. C'est-à-dire que, imaginons que ce système permette de nous alerter. Par exemple, attention Frédéric Aubert, là tu sembles fatigué, il est peut-être temps de passer la main ou d'augmenter ta vigilance. Voilà. Si je le fais, très bien. Si je ne le fais pas, je prends une décision qui a un impact sur le patient, sur moi, sur l'institution. Et voilà. Donc tout de suite, on sent rapidement les enjeux qui sont sous-jacents à ce type de technologie. Donc après, oui, c'est vrai que lors des discussions, j'ai mis ça sur la table. Mais tout de suite, tout le monde est sensibilité, y compris le mathématicien, qui comprend bien la problématique derrière. Juste une petite remarque, et merci à vous trois de vos exposés, mais je pense qu'effectivement, la recherche translationnelle qui mêlerait une réflexion éthique à un développement possible, elle est absolument nécessaire quand on voit les possibilités de mésusage qui peuvent être faits de la recherche. Voilà, c'est aussi un système de veille. Il est aujourd'hui de plus en plus facile de créer des avancées techniques et scientifiques, du fait même des avancées techniques et scientifiques,
Et un des enjeux, c'est de se poser la question de à qui sert l'avancée. Est-ce qu'elle sert la santé de la personne? Est-ce qu'elle comporte des risques? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des effets qu'on n'imagine pas? Parce que nous autres, les chercheurs, nous sommes quand même des grands naïfs, parfois. Enfin, je le vois au titre du Comité consultatif national d'éthique, voir comment les grandes instances éthiques des grandes instances de la recherche, le comité d'éthique du CNRS, de l'INSERM, etc., n'imaginent pas qu'on puisse parfois avoir un mésusage des avancées que l'on sait pouvoir produire en sciences ou en médecine. Je crois qu'il y a une espèce d'évolution exponentielle des possibilités en matière d'avancées. Et il faut une instance, alors je ne dis pas qu'elle est régulatrice, mais c'est plus une veille ou une interrogation permanente sur à quoi sert la recherche et à qui sert la recherche. Et je pense qu'un des enjeux des recherches translationnelles avec une interrogation sur l'éthique de la recherche se situe à ce niveau-là. Ça nous semble en tout cas extrêmement important sans vouloir être prééminent dans les possibilités de recherche qui existent ici et là. C'est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Au travers de vos exemples, moi j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'information, qui rentre dans le domaine justement de l'éthique, l'information du patient, surtout dans ces domaines de recherche transstationnelle qui ont une approche un petit peu particulière. On voit que cette information au patient prend une place importante, notamment avec le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc, quelles sont vos démarches en tant que clinicien sur cette information un petit peu particulière à délivrer aux patients? Alors certes, là, on est encore dans le cadre de la recherche, mais si on doit la formuler, il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur l'information générale à la population qui me paraît importante. Je vous donne un exemple qui peut vous paraître un petit peu décalé, mais je l'ai vécu en tant que responsable du Centre régional de pharmacovigilance, c'est Levothyrox. On a énormément dit qu'on n'avait pas suffisamment communiqué, enfin pas nous, mais les autorités. Voilà, donc voilà, tout ça, je fais un lien sur l'information aux patients donnée dans le cadre de ces recherches ou de ces nouvelles technologies, l'information patient. Comment vous intégrez ça ? C'est difficile de répondre à cette question. Il y a dans le cadre de la recherche, l'information, là c'est très clairement bien réglementé. Je pense que la plupart des chercheurs en recherche clinique sont bien sensibilisés aux démarches à faire. Et, voilà. Par contre, quand vous parlez de l'information sur, par exemple, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, l'orthopédiste qui met une prothèse de hanche à son patient, il va bien sûr lui expliquer, si on ne met pas de prothèse, vous allez avoir de plus en plus mal, ça va être de plus en plus difficile. Donc, je vous propose de mettre une prothèse. Par contre, il risque d'avoir une infection. Voilà. Par contre, donc ça, c'est quelque chose que nous, cliniciens, on a l'habitude de faire. Ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, et ce qui est peut-être sous-entendu dans votre message, c'est imaginons que dans 20 ans, on s'aperçoive que le ciment de la prothèse de hanche a migré dans le cerveau. Ça, c'est quelque chose que nous, cliniciens, on ne peut pas anticiper. Alors, mais on est un peu démunis. L'orthopédiste ne va pas dire, bon, peut-être que dans 20 ans, le ciment de votre prothèse va être dans votre cerveau ou alors dans votre orteil du pied droit. Mais on n'a aucun moyen de le savoir. Donc, l'information, le clinicien lui-même, il est un peu diminué pour anticiper. Voilà, dans ma pratique, je fais de l'information avant l'intervention auprès de l'enfant, ses parents, sur des choses que j'arrive à maîtriser. Mais il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà comment je peux répondre à cette question. Après, c'est plus au niveau, est-ce qu'il y aurait besoin d'informer, enfin, je sais pas, informer la population que je sais pas, que telle prothèse dans 20 ans risque de donner quelque chose qui n'est pas anticipable, c'est difficile, quoi.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'emblée, sur ce projet bien précis, où clairement, s'il y a une tierce, c'est pas une tierce personne d'ailleurs, c'est une tierce objet qui va participer à la prise en charge du patient de façon globale. Après, il faut aussi, on a beaucoup de, de fantasmes par rapport à l'intelligence artificielle. D'accord. Il faut reconnaître qu'actuellement, les outils d'intelligence artificielle en médecine, c'est essentiellement des algorithmes, c'est des probabilités. Donc c'est une aide qui est un plus, c'est un outil. Pour l'instant, c'est qu'un outil. Voilà. Donc le fait qu'on veuille implanter, par exemple, un outil d'intelligence artificielle un système dans un processus de soins, c'est-à-dire en l'occurrence dans un bloc opératoire, effectivement, ça pose d'autres problèmes. Et c'est pour ça qu'une des craintes, c'est justement le côté déshumanisant. À partir du moment où le public aura connaissance, bien sûr, on utilise une perceuse pour mettre nos vis et on utilise une aide à la prise de décision qui relève de l'intelligence artificielle. Alors, en plus, avec le fantasme qu'on a sur l'intelligence artificielle, tout de suite, ça peut avoir un impact sur la confiance. Voilà. Donc c'est pour ça que ces enjeux, on les a déjà discutés ensemble. Là, on va travailler dessus dans le cadre de ce projet. Actuellement, ce projet n'a pas d'impact sur le soin du patient. Donc l'information auprès des patients, c'est pas du tout c'est une information très générale, mais c'est pas un outil qui est actuellement qui peut être implémenté. D'ailleurs, il y a encore beaucoup d'étapes avant de savoir si on peut utiliser ce type d'outil. Je pense malgré tout qu'il faut être un peu attentif par rapport au développement à venir parce que très clairement, ça va modifier un certain nombre de pratiques malgré tout. Et il faut voir les développements qui sont conséquents et les moyens qui sont mis en jeu qui sont également particulièrement conséquents. Si on s'arrête juste à ce que fait Google aujourd'hui en termes de développement d'intelligence artificielle en ce qui concerne la santé, donc il faut savoir que Google a recruté l'année dernière Tom Insel. Tom Insel, c'est l'ancien directeur de l'Institut national de santé mentale des États-Unis, qui est le plus gros institut de santé mentale au monde. Et Tom Insel, qui est un chercheur de très haut niveau, est en train de mettre aujourd'hui son intelligence au profit de Google pour le développement d'algorithmes de santé. C'est-à-dire que comment Google récupère les informations pour définir des stratégies. C'est ça, en fait. Et donc, pour le coup, ça va modifier quand même un certain nombre de choses. Si demain, c'est Google qui nous dit que dans telle situation, par rapport à tel événement, il faut faire de telle ou telle façon, c'est clair que ça va modifier un certain nombre de choses. Et pour le coup, en effet, je pense qu'il faut être particulièrement attentif dans ce champ très particulier dans lequel la France va s'investir, puisque ça nous a été clairement présenté. Il va falloir réfléchir, en effet, et pas laisser partir les informations dans tous les sens, ne serait-ce que les données individuelles. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez Google, ou vous utilisez Facebook ou autre, toutes vos données, elles sont incrémentées. Et vos données, elles ont beau être, entre guillemets, propres, malgré tout, elles sont utilisées. Je voulais peut-être, le temps d'une nouvelle question, répondre à une remarque que vous avez faite tout à l'heure en précisant au niveau des chercheurs, il y a tout le côté consentement et puis vous posiez finalement la question de l'après. Une des questions pour autant qu'on peut quand même se poser, c'est le pendant, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche sur la personne vulnérable, la capacité à obtenir le consentement d'une personne interroge beaucoup. C'est-à-dire que finalement, on peut remplir des formulaires, on peut faire signer des formulaires et avoir des validations par des comités d'éthique ou des comités de protection des personnes, on en parlait tout à l'heure, et qui sont particulièrement attentifs à ce que la bonne case soit bien cochée dans le bon texte. Pour autant, quelle est la valeur du consentement de quelqu'un dont justement ce dont on doute, c'est le consentement, et c'est précisément ce que l'on va étudier. C'est un des objets du travail que je mène, mais c'est précisément d'interroger le principe même du consentement. Et le problème, c'est que si on pose ouvertement la question, les comités de protection des personnes nous disent qu'on ne peut pas mener la recherche parce que précisément on n'est pas sûr du consentement de la personne. Donc on est quand même un petit peu obligé aujourd'hui
de faire comme si la question était évidente, de passer par des personnes de confiance, mais finalement, ce n'est pas la personne de confiance qui passe dans l'IRM. Donc ça pose vraiment la question, certes des données d'intelligence artificielle, mais tout simplement du consentement de la personne vulnérable à la recherche. Pour autant, ne pas inclure cette personne dans la recherche, c'est exclure tous ces gens qui ont besoin de ce champ de recherche. Donc ça pose un gros problème de... Allez-y. La loi est claire, donc les législateurs s'est prononcé sur ça. Et il y a évidemment des possibilités, dans certains cas, pour les curatelles et les tutelles. Mais donc, c'est vraiment un gros problème. Et donc, vous nous disiez qu'en privant à la personne qui était sous sauvegarde médicale de participer à un protocole, elle perdait une chance d'améliorer son état. Et donc, c'est vraiment un problème. Maintenant, ce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas dit quels étaient l'état de vos réflexions par rapport au cas que vous avez cité. Où en êtes-vous par rapport à l'autonomie, cette personne qui est entrée en EHPAD et vous n'étiez pas... Bon, quelles sont vos réflexions là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'un des éléments de la recherche est d'éclairer la question que vous posez, mais précisément pas de répondre à la question que vous venez de poser. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire est justement une situation individuelle et précisément, mon objectif n'est pas de répondre à la question de ce qu'il faut faire, mais bien d'aider chacun de ceux qui réfléchissent à avoir une vision de l'ensemble des composantes qui amènent à la prise de décision dans ces situations particulières. Tout particulièrement en éclairant la question du fait que toute opposition n'est pas nécessairement un refus. C'est-à-dire qu'on essaye d'éclairer le vocabulaire sur une approche très sémantique, en disant que finalement, on a facilement tendance à confondre les notions d'opposition et de refus. On parle de refus de soins, alors que bien souvent, on parle aussi de comportements, de symptômes psychocomportementaux dans la démence dans lesquels on met l'opposition. Et c'est-à-dire que d'un seul coup, s'opposer devient un comportement pathologique pour lequel il faudrait mettre en place des traitements. On voit un certain nombre d'études qui essayent l'efficacité des antidépresseurs dans les traitements d'opposition aux soins des personnes avec des maladies d'Alzheimer évoluées. Donc on essaye soit de régler le problème d'opposition parce que ça nous semble être un problème, et dans la situation qui avait fait naître ma réflexion en tant qu'interne, effectivement, c'est quelqu'un qu'on avait mis sous antidépresseur mais sans lui dire, ce qui interrogeait sur la notion de pathologie dépressive, du moins la vision dont c'était posé. Et puis, à l'inverse, on se dit, éventuellement, on a présenté une stratégie thérapeutique en montrant bien la balance bénéfice-risque. Le chirurgien a bien expliqué ce qu'il allait faire. Le patient a dit non. Fin de la consultation, on passe à la suite. Et en fait, il n'y a pas cette espèce d'entre-deux qui viserait à vérifier la persistance du propos du patient dans le temps, ce qui serait un élément supplémentaire pour accréditer l'idée qu'il est dans une démarche réflexive construite qui serait bien celle d'un refus au sens d'une autonomie éclairée de la personne qui dit « je ne veux pas cette stratégie-là » et non pas simplement une prise de décision à un moment T. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais...
peut ou pas exprimer sa volonté. Elle peut avoir une action sur sa santé ou du coup, c'est un tiers qui va avoir une action sur sa santé. Nous prétendons que cette réalité n'existe pas. Être malade, c'est ne pas pouvoir être totalement autonome au sens où on a besoin d'autrui. Et être soi-disant privé de son autonomie, ce n'est pas tout à fait juste. Je pense qu'il est à peu près certain que même avec des troubles cognitifs relativement évolués, les personnes conservent une partie de leur autonomie. Et un des enjeux de la recherche en éthique, c'est d'œuvrer dans le sens du respect de la personne et donc de son autonomie restante. Et donc un des enjeux est là, et en particulier pour ce travail de recherche, c'est d'essayer de dégager le fait que l'approche de l'autonomie n'est pas quelque chose de si binaire que cela, et que, outre le fait que s'opposer n'est pas forcément refusé, refuser, même par quelqu'un qui est atteint d'un trouble cognitif important, peut être fondé par une autonomie résiduelle. Merci. Moi, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir éclairé ma lanterne et de m'avoir rassuré tout en m'inquiétant. Monsieur Aubert et Monsieur Haffen, on peut relier vraiment dans ma petite tête, j'en lis, parce que j'avais une notion éthique d'une incertitude irréductible. Et on avait l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, avec la simulation magnétique transcérébrale, comme vous l'avez montré, on dirait, mais avec un EEG, je veux dire, s'il est capable de prendre une décision, ne pas la prendre. Et puis finalement, vous dites, oui, mais on n'est pas si sûr que ça. Enfin, à la fin, est-ce que ce qu'on découvre, c'est bien ou pas bien? Finalement, on garde de l'incertitude complète qui sera toujours irréductible. Et puis, pour ce que vous dites, Monsieur Aubert, c'est vrai que si vous proposez à la population une machine qui va vous aider à ne pas couper l'artère que vous avez coupée, je vous fous mon billet qu'il y en a 100% qui vont dire qu'il faut utiliser cette machine-là. Or, cette machine-là, vous expliquez après que finalement, ce n'est qu'un algorithme, et vous utilisez le mot, cette fois-ci plus d'incertitude, mais de probabilité. Donc, en fait, est-ce que l'intelligence artificielle peut se réduire à un algorithme, comme si la génétique, c'était que la succession des successions de base, ou est-ce qu'il n'y a pas une épi-algorithme qui va modifier les choses au fur et à mesure de la prise de décision? Et quand je vous entends, moi, je me revois conduire ce matin, par exemple. J'ai l'auto qui me cause, trop près de la voiture d'à côté, freine, maintient ton attention. Donc, on est envahi par ça, mais est-ce que le problème, c'est de l'information de la population? Si vous informez la personne que vous allez modéliser son intervention chirurgicale, quelle est votre latitude, in situ, si j'ose dire, de dire oui, mais il y avait quelque chose de pas prévu dans le système, et moi, en tant qu'humain, je prends la décision de faire autre chose. Quel sera votre niveau de responsabilité à ce niveau-là, impliqué par la personne que vous aurez informée? Difficile là aussi de répondre. C'est encore un champ complètement inconnu. Hein. Donc, la seule chose, c'est que, bon, encore une fois, pour revenir au cas de l'enfant que j'ai opéré, aucun chirurgien normalement constitué ne peut pas rester indifférent par rapport à ce type d'accident, et on essaye par tous les moyens de s'améliorer. Donc il y a des moyens d'entraînement, de simulation. Voilà. Donc après, on essaye de développer cet outil qui permettrait peut-être de nous aider, pas sûr, mais peut-être de nous aider. Encore une fois, c'est là aussi pour ça que je me suis tourné vers les experts en analyse d'éthique et des enjeux éthiques, parce que je me rends bien compte que c'est l'illusion technologique, quoi. Hein. C'est-à-dire, il y a toujours des effets insoupçonnés. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne si cet outil existe, d'ailleurs, il y en a d'autres, par exemple, par exemple les outils d'aide au diagnostic. Voilà, si c'était implémenté dans les hôpitaux en routine, ça poserait des problèmes légaux considérables. Parce que entre la probabilité et les statistiques qui sortent d'une machine en disant cet enfant a probablement une infection de son poumon droit, et que le clinicien se dit
Pourtant, ça ne colle pas complètement. Je pense qu'il a plutôt une infection du foie juste en dessous de son poumon. Eh ben, ça pose des problèmes légaux, in fine, en fonction, bon, bien sûr, de l'évolution. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre encore à cette question. Je ne sais pas s'il y a une jurisprudence déjà là-dessus. Il se trouve que bon, on n'a pas d'outils en routine dans nos, enfin en tout cas dans les hôpitaux où je suis allé jusqu'à maintenant, on n'a pas ce type d'outils à disposition. Mais enfin, vous avez ça sur les smartphones. Hein. C'est Isabelle par exemple. Vous tapez sur Isabelle, vous avez votre patient en face de vous, vous mettez dans le logiciel de Isabelle tous les signes que vous avez, et il va vous sortir un listing avec des probabilités. Voilà. Donc, voilà. En pratique, on les utilise pas pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais ça va se développer de plus en plus, c'est sûr. Hein. Juste avant de redonner la parole à monsieur... Ah bah, allez-y. Je pense malgré tout que le développement technologique n'arrivera pas à modéliser la pensée humaine, heureusement. Pourquoi ? Pour des raisons de complexité telle qu'on aura beau utiliser tous les outils, ça sera quelque chose de quasiment infaisable. Approchable, certes, mais juste approchable. Le dernier exemple en date, c'est lorsqu'on voit les développements de robots qui ont pour objet aujourd'hui d'être empathiques. Qu'est-ce que c'est qu'un robot empathique ? C'est un robot qui est capable d'apprécier l'interaction qu'il va avoir avec la personne en face de lui, dans le sens où il est capable d'interpréter les émotions de la personne qu'il a en face de lui. C'est pas ça l'empathie, c'est pas l'interprétation des émotions d'autrui pour se leur réattribuer. C'est la façon dont on intègre les perceptions d'autrui par rapport à ce que nous sommes nous, par rapport à notre histoire, par rapport à la façon dont on interagit. Donc c'est d'une telle complexité que je pense que heureusement on n'y arrivera pas. Malgré tout, il y a un certain nombre de choses qui risquent d'évoluer, tant dans le cadre du bloc opératoire que dans le cadre de l'aide à la décision en termes de stratégie diagnostique ou thérapeutique. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur des outils qui nous permettent de réduire les risques malgré tout, mais en gardant la main mise sur la décision finale. Moi, ça me semble en tout cas aujourd'hui indispensable. Juste un petit pas de côté avant de vous repasser la parole, monsieur Desglises. Par rapport je rebondis sur une expression que vous avez utilisée, qui n'était pas du tout le sens de votre propos, mais sur les mots. On parle beaucoup de questions qui sont des questions complexes, avec une dimension d'incertitude assez fondamentale, voire assez irréductible, comme le rappelait monsieur Béal. Vous avez dit que vous avez sollicité l'expertise de l'espace de réflexion éthique. Je crois que sur ces questions-là, la seule expertise qu'on pourrait avoir, c'est de vous dire qu'on a plein de questions, mais pas énormément de réponses à vous proposer. C'est peut-être ça qui est assez paradoxal, c'est qu'on intervient, et on le voit même sur les formations que nous, on propose aussi bien en formation initiale ou en formation continue. Notre travail, c'est pas d'avoir une expertise qu'on transmet ou qu'on apporte, c'est plutôt, l'expertise va plutôt se situer dans le fait qu'on vient venir relativiser la valeur qu'on donne habituellement à l'expertise dans le champ des connaissances. C'était pas du tout le sens de votre propos, mais dans l'expression, je sais que... voilà. L'expertise, c'est quand même la réflexion sur ces enjeux. Même si c'est pas donné... en tout cas, en discutant lorsqu'on s'était rencontrés la première fois, clairement, des choses pour lesquelles je n'avais pas forcément imaginé qu'on pouvait travailler de telle façon. Ou, enfin bon, ça a été enrichissant pour moi de discuter avec vous. Et voilà, c'est dans ce sens-là que je disais l'expertise. Oui, je reviens sur ce que disait le professeur Aubry par rapport à l'autonomie pour chaque personne, même quand elle est vraiment en grande difficulté psychiatrique. Un rapport vient d'être rendu il y a 15 jours sur l'autonomie, justement, la capacité des personnes qui sont sous protection juridique, notamment en tutelle. Et moi, en lisant le rapport, j'étais effaré de voir au niveau des chiffres, sortant des bureaux des juges des tutelles, que finalement, quand on était sous tutelle, on perdait pratiquement beaucoup de droits, entre guillemets, et la volonté des personnes était actuellement réduite à sa simple expression, notamment à la suite du fameux certificat médical donné par les médecins qui répondent à des questions en disant, par exemple, est-ce que la personne peut garder le droit de vote, etc. Et donc, est-ce qu'elle doit être entendue par le juge ? Et la plupart du temps, c'est non. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont sous tutelle, pour les protéger, entre guillemets, ce qui est vrai par rapport à des contrats, mais qui se retrouvent sans aucune autonomie. Même le droit de vote était souvent supprimé.
Et donc, le rapport que je vous invite à lire, qui est rendu il y a une quinzaine de jours, au ministre de la Santé et de la Justice, va justement dans le sens inverse, en disant non. D'abord, on supprime le mot tutelle, qui est un mot affreux, puisque tutelle, c'est sous tutelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dépend de quelqu'un, mais c'est redonner la priorité à la capacité de la personne. Toute personne est capable. Et ensuite, quel est le degré de difficulté qui permet de l'aider, peut-être en supprimant ou en l'aidant dans sa décision, mais ça change tout. Et donc, ça revient à privilégier l'autonomie et la capacité de la personne, toute personne, y compris celles qui sont les plus en difficulté. Voilà. Alors, lisez ce rapport qui est assez diffusé, je pense. Voilà. Peut-être un... Si, tu voulais... Juste un bref élément. Alors, c'est un rapport qui est extrêmement large, mais qui, entre autres, concerne les patients âgés avec des maladies neurodégénératives. Et une des questions qui est abordée par le fait que les patients ne soient pas présentés au juge, c'est aussi celle des phases très évoluées des maladies neurodégénératives dans lesquelles les demandes de tutelle ou de curatelle sont faites. Et notamment parce que certaines mesures préalables sont méconnues, notamment le mandat de protection future, qui permettrait, s'il était beaucoup plus utilisé, une large anticipation de ces mesures de protection, en laissant à la personne la capacité de décider par elle-même, de façon anticipée, ce qu'elle attend d'une mesure de protection ultérieure. Et finalement, alors le rapport critique, le non-recours au juge, en rappelant que c'est quand même au juge de venir décider d'une restriction de liberté. Mais la question sous-jacente et sociétale, c'est celle de l'anticipation des entrées dans les maladies neurodégénératives et donc des limitations cognitives qui vont avec, et que l'on ne peut que déplorer d'être beaucoup trop tardif. Avant qu'on termine éventuellement, moi Non. Il y a encore une question. Ah si, pardon, allez-y. Non, c'était juste pour le pendant, puisque mise en place de mesures de protection dans le cas des maladies neurodégénératives, mise en place de mesures de protection aussi pour les personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques. Et pour le coup, moi je vous rejoins parfaitement. Je pense que demain, pour ces malades-là, il faut supprimer la tutelle. Je pense que ce n'est pas une mesure raisonnable qui supprime en effet tous les droits des personnes, alors qu'au final, elles ont besoin d'être accompagnées uniquement dans quelques champs de leur vie sociale. Et je pense que ça nécessite en effet d'être vu et d'être réévalué pour redonner plus d'autonomie aux personnes souffrant de maladies mentales, même les plus graves. Je reprends juste pour terminer à l'exposé d'Emmanuel Affen, qui nous décrivait comment on partait de ce problème clinique sur l'approche des problèmes décisionnels, particulièrement autour des crises suicidaires ou des tentations suicidaires, et comment on remontait de fil en aiguille comme ça à des problématiques d'ordre éthique. Moi, j'essaie de penser ce mouvement translationnel aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire comment une fois qu'on a ces résultats de recherche, on les réinvestit dans la pratique clinique. Comment est-ce que le résultat de la recherche en éthique, est-ce que la pratique est aujourd'hui en capacité d'intégrer les questionnements ou les réflexions qui sont issues de la recherche en sciences humaines, particulièrement socio-éthique, par rapport aux problématiques qu'elles ont elles-mêmes contribué à soulever? Non, je pense que ça sera vraiment nécessaire, mais j'aurais du mal aujourd'hui à répondre à la question. Pourquoi? La réponse, elle est simple, c'est parce que ce sont des projets de recherche en cours et qui n'ont pas encore abouti pour la grande majorité d'entre eux, et qui, de ce fait, ne vont pas encore vers un retour par rapport à la pratique. Mais bien entendu, à partir du moment où on pose à la recherche un certain nombre de questions, l'objectif, c'est de faire redescendre les réponses qu'on apporte pour une modification des pratiques. Et l'objectif, en tout cas, il est bien là, c'est-à-dire non seulement arriver à améliorer les stratégies thérapeutiques, diagnostiques et autres par rapport aux nouveaux outils, nouvelles technologies, nouveaux médicaments, mais de quelle façon on va les utiliser par rapport aux questions qu'on s'est posées de façon complémentaire, mérite bien entendu de revenir et d'être aussi des indicateurs importants par rapport à ce qu'on va être amené à faire. Je ne sais pas ce qu'en pense Régis, parce qu'il a peut-être plus d'exemples que moi par rapport à quelques projets qui ont abouti, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas ceux que je connais, c'est un peu tôt.
La finalité, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, c'est un peu tôt, mais au-delà de ça, la finalité de la recherche et l'apport de l'éthique dans la recherche, c'est de maintenir le questionnement. Ce n'est pas finalement d'apporter des réponses. C'est d'apporter une forme d'incertitude consubstantielle à l'action. Je reviens sur ce qu'on disait à propos de l'intelligence artificielle. Je fais partie de ceux qui progressivement espèrent dans l'intelligence artificielle, si nous l'accompagnons, que nous aidant beaucoup à peut-être limiter les erreurs possibles ou faciliter le travail dans ce qui relève de la statistique, c'est-à-dire de la masse des big data, elles nous permettent de nous consacrer ou nous concentrer à notre cœur de métier, qu'est la situation complexe, l'unicité d'une situation. Et on voit bien que l'apport de la réflexion éthique va pas être de résoudre des problèmes, mais d'attirer l'attention sur le fait que si on se libère de ce qui est statistiquement significatif, nous devons nous concentrer sur ce que nous produisons souvent et qui relève de situations complexes qui sont de moins en moins exceptionnelles. Notre système de santé est en train de concentrer des situations complexes. L'evidence-based medicine, tout ce que la science a permis de développer, c'est heureux, va, à mon avis, être très amélioré par l'intelligence artificielle. Et nous allons continuer à produire des situations où nous allons devoir nous interroger singulièrement. La recherche ne pourra plus faire l'économie de la dimension éthique qui lui est consubstantielle, me semble-t-il, en tout cas. Pour revenir au cas clinique, c'est-à-dire cet enfant pour lequel il y a eu un événement indésirable. Donc, in fine, le plus important, c'est quand même la relation que j'ai eue avec cette famille et qui ont quand même gardé la confiance malgré cet accident grave et que je suis régulièrement en consultation. Donc, l'idée aussi, c'est effectivement, comme Régis Aubry le dit, c'est que tout ce qui est un peu technologique, mais qui est aussi parfois qui nous enquiquine, quoi. Au bloc, il y a plein de choses qu'on fait au bloc opératoire qui ne relèvent pas du soin, mais plus de la technique, de l'administratif. Voilà. Par exemple, les infirmières au bloc, ils ont plein de choses à faire que pourraient probablement faire des outils d'intelligence artificielle pour redonner à ces soignants le vrai travail de soins. Voilà. Donc ça, c'est un des points qui, j'espère, va aboutir par rapport à ce type de technologie. Et une des questions qui va se poser un jour, c'est est-ce que le patient, il va préférer avoir une machine qui l'opère ou un chirurgien qui l'opère avec une machine. Bon, il y a un robot. En fait, le robot n'opère pas tout seul, le robot chirurgical. C'est le chirurgien qui utilise le robot. D'accord ? Mais ça permet d'améliorer la finesse de l'acte. Mais ce qui compte le plus, c'est quand même que le chirurgien effectivement ait la main sur la prise en charge du patient et que la consultation à un mois post-opératoire ne soit pas faite par le robot, mais par le chirurgien. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je vois l'intérêt de la technologie, mais pour aussi retrouver le praticien retrouve son vrai métier, quoi. Je crois que c'est le moment de terminer. Je remercie les trois intervenants de cet après-midi. Je remercie de cette table ronde et l'ensemble des intervenants sur cette journée. Je vous remercie d'être venus, vous, dans le public. Qu'est-ce qu'on garde de ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? On retient surtout l'importance dans cette recherche en éthique de la santé d'arriver à faire vivre cette notion d'interdisciplinarité, cette notion de translationnalité dans les liens, les différents liens qu'on peut établir, la nécessité qu'on a sur le plan régional et même à un niveau institutionnel d'arriver à élever un peu. On a déjà un certain nombre de projets qui fonctionnent, qui sont des projets de qualité. Et maintenant, le but, c'est de changer d'échelle et puis de développer de plus en plus et de valoriser, de dynamiser cette recherche. Sur un plan pratique, on retient quoi des tables rondes cet après-midi ? On contacte la commu pour monter un CER, c'est ça ? On note ça ? Quel agenda on se donne ? Et puis sur la recherche translationnelle, on signe pour tout un tas de partenariats sur les 10 prochaines années ? On se dit ça aussi ?
Bon, bah parfait. Je vous remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Je crois que ça veut dire non. Bah, merci à vous.